Qu'est-ce que l'Inde, vraiment? Posez cette question à 10 personnes, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Parce que l'Inde n'est pas simplement un pays tracé sur une carte, c'est un continent déguisé en nation. Une civilisation millénaire palpitant au rythme de 1,4 milliard de battements de cœur. Imaginez un lieu où un moine médite dans le silence glacial de l'Himalaya, pendant qu'à des milliers de kilomètres au sud, Mumbai rugit sous le poids de ses ambitions. Où des rituels funéraires vieux de 3000 ans se déroulent à portée de voix d'un centre d'appel ultramoderne connecté à Silicon Valley. L'Inde ne connaît pas le mot « ou », elle vit dans le « et ». Ancien et moderne, sacré et profane, sublime et brutal. C'est dans cet univers de paradoxes incarnés que nous plongeons aujourd'hui. Ne vous attendez pas à des réponses simples. L'Inde ne fait pas dans le simple. Mais accrochez-vous, car en 2023, cette nation est devenue impossible à ignorer. Elle a détrôné la Chine pour devenir le pays le plus peuplé de la Terre. Commençons par mesurer l'immensité. 3,2 millions de kilomètres carrés. Le 7e plus grand pays du monde. Un véritable sous-continent qui s'étire du toit du monde aux rivages tropicaux. Au nord, l'Himalaya dresse ses sommets glacés comme des sentinelles éternelles. Au sud, les plages du Kerala caressent l'océan Indien. À l'ouest, le désert du Thar étouffe sous le soleil. À l'est, les mangroves du Sundarbans abritent tigres et secrets. Cette diversité géographique n'est pas qu'une question de paysage. Elle engendre des climats opposés, des cultures incompatibles, des modes de vie inconciliables. Et pourtant, tout cela cohabite sous le même drapeau. Mais la vraie folie, c'est le chiffre humain. Avril 2023. Le Fonds des Nations Unies publie un rapport qui réécrit la géographie démographique mondiale. L'Inde vient officiellement de dépasser la Chine. Plus de 1,428 milliards d'êtres humains appellent ce lieu « chez moi ». Faites le calcul, une personne sur 6 sur cette planète est indienne. Le Guardian l'a qualifié de moment sismique, et ils avaient raison. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est un basculement, une transformation qui redéfinira l'économie mondiale, la géopolitique et l'avenir même de cette nation. Et voici le détail crucial. Plus de la moitié de ces 1,4 milliard de personnes ont moins de 30 ans. Les économistes appellent ça un dividende démographique, une armée de jeunes travailleurs prêts à propulser le pays vers la prospérité. Mais c'est aussi une bombe à retardement. Comment créer assez d'emplois, assez d'écoles, assez d'hôpitaux pour cette marée humaine qui arrive sur le marché? À Mumbai, la densité dépasse les 20 000 personnes par kilomètre carré. Chaque jour est une bataille pour l'espace, l'eau, l'air respirable. La question qui hante New Delhi, comme les ruelles de Calcutta, est simple et terrifiante. L'Inde transformera-t-elle son plus grand atout, son peuple, en richesse, ou s'écroulera-t-elle sous le poids de ses propres nombres? Et le premier test de cette capacité se joue chaque matin dans le chaos des rues et des rails. Comment déplacer cette masse humaine sans que tout s'effondre? Si l'Inde est un organisme vivant, ses routes sont ses artères, constamment au bord de l'infarctus. La circulation indienne n'est pas simplement de la circulation, c'est un écosystème darwinien, un balai mortel où chaque centimètre d'asphalte est disputé par des Mercedes rutilantes, des bus surchargés oscillant dangereusement, des autorickshaws zigzagant comme des frelons, des motos transportant des familles de 4, des vélos, des charrettes tirées par des bœufs et des vaches sacrées imperturbables au milieu du chaos. Bengaluru, la Silicon Valley indienne, détient un titre peu enviable, l'une des villes les plus lentes du monde pour se déplacer. Un trajet de 15 minutes, comptez 1 heure, parfois 2. Il n'y a pas vraiment de voie, il y a un flux collectif, une négociation permanente entre métal et chair où la seule règle est qu'il n'y a pas de règle. Le klaxon n'est pas une agression, c'est une langue, un dialogue permanent. J'arrive, attention, bouge-toi, je suis là. C'est le chaos, oui, mais un chaos qui fonctionne à sa façon.
la plupart du temps. Mais le vrai cœur battant de l'Inde, celui qui relie ce géant fragmenté, c'est son réseau ferroviaire. L'Indian Railways est un monstre, l'un des plus grands employeurs de la planète, une infrastructure titanesque qui transporte 20 millions de passagers chaque jour. Chaque jour. Pour des millions d'Indiens, le train n'est pas une option pratique, c'est l'unique manière de traverser le pays, de voir la famille, de chercher du travail, de survivre. Et ici encore, l'Inde vous gifle avec ses contrastes. Vous pouvez voyager dans le Palace on Wheels, un train de luxe digne d'un Maharaja, avec cabine privée et majordome en gants blancs. L'expérience coûte des milliers de dollars. Ou vous pouvez monter en classe générale, sans réservation, et là, c'est une autre planète. Les humains s'empilent, s'entassent, débordent, les gens s'assoient par terre, sur les porte-bagages, s'accrochent aux portes ouvertes pendant que le train file à 80 km/h. C'est une compression humaine presque inimaginable, une lutte pour la survie. Mais c'est aussi un lieu de connexion unique. Des inconnus partagent leur nourriture, leurs histoires, créent des liens éphémères dans ce ventre de métal roulant. Seulement voilà, ce réseau gigantesque et vieillissant a son prix en vies humaines. Juin 2023, Odisha. Un accident ferroviaire fait près de 300 morts et plus d'1 millier de blessés. Le monde est choqué. La BBC et Reuters posent les questions qui dérangent. Comment un pays qui vise la Lune peut-il laisser son système de signalisation ferroviaire dans un tel état ? Pendant ce temps, dans les airs, une révolution silencieuse s'est opérée. Les compagnies low-cost ont démocratisé le ciel. Voler, autrefois privilège de l'élite, est devenu accessible à la classe moyenne montante. Des millions de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans un avion découvrent que Delhi n'est plus qu'à 2 heures de Mumbai. Mais cette expansion fulgurante cache des fissures. La concurrence féroce a comprimé les marges, certaines compagnies comme SpiceJet ont multiplié les incidents techniques, attirant l'attention sévère de l'autorité de l'aviation civile et des médias internationaux comme Bloomberg. C'est le dilemme indien dans toute sa splendeur. La vitesse de croissance dépasse systématiquement la capacité à maintenir la qualité et la sécurité. Et nulle part ce dilemme n'est plus visible, plus étouffant, littéralement, que dans la capitale de la nation. New Delhi n'est pas une ville, c'est une schizophrénie architecturale. D'un côté, la New Delhi de Lutyens, larges avenues ordonnées, bâtiments gouvernementaux imposants, mémoriaux solennels. Le cerveau politique de la nation, conçu par les colonisateurs britanniques avec leur obsession de la symétrie et du contrôle. À quelques kilomètres, l'ancienne Delhi, un labyrinthe organique de ruelles étroites où le temps semble s'être arrêté au XVIIe siècle. Bazars vibrants, mosquées séculaires, maisons qui s'effondrent doucement sur elles-mêmes. Cette dualité définit Delhi. Mais aujourd'hui, une nouvelle identité s'impose, plus sombre, plus mortelle. Chaque hiver, Delhi se transforme en ce que la BBC a brutalement mais justement qualifié de chambre à gaz. Un cocktail toxique se forme. Les agriculteurs des États voisins brûlent leurs résidus de récolte. Les millions de véhicules crachent leur fumée. Les chantiers de construction génèrent des nuages de poussière. Les usines déversent leur pollution. Et les conditions météorologiques piègent tout cela dans un dôme étouffant au-dessus de la ville. L'indice de qualité de l'air, AQI, explose régulièrement au-delà de 500. Parfois, il frôle en 1000. Pour référence, au-delà de 300, c'est officiellement dangereux. Au-delà de 500, les échelles de mesure n'ont plus vraiment de sens. Vous entrez dans une zone de toxicité qu'aucun humain ne devrait respirer. Vivre à Delhi en hiver équivaut à fumer plusieurs dizaines de cigarettes par jour, sans avoir choisi de fumer. Une étude du prestigieux journal médical The Lancet estime que la pollution atmosphérique a causé 17 000 morts prématurées dans la ville en une seule année. L'air, cette chose qui devrait donner la vie, la retire à Delhi. Et ce n'est pas seulement l'air. Le fleuve Yamuna, censé être la source de vie de la ville, est cliniquement mort sur de larges portions, transformé en égouts à ciel ouvert. Déchets industriels, eaux usées non traitées, tout finit là. Certaines périodes de l'année,
le fleuve se couvre d'une mousse blanche toxique. Une image cauchemardesque, symbole parfait de la négligence environnementale. En périphérie, des montagnes d'ordures comme la décharge de Ghazipur, surnommée ironiquement le mont Everest des déchets, s'élèvent à des dizaines de mètres. Elles contaminent le sol, l'eau souterraine, l'air. Les quartiers riches ont leur système d'assainissement moderne. Les bidonvilles, eux, se débrouillent comme ils peuvent, ou plutôt, ne se débrouillent pas. Cette crise environnementale frappe de manière disproportionnée les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des purificateurs d'air ou de l'eau en bouteille. Et cette crise n'est pas isolée, elle est le symptôme visible d'une maladie qui ronge tout le pays, l'inégalité économique brutale. Sur le papier, l'économie indienne est une success story vertigineuse. 5e économie mondiale, l'une des plus dynamiques de la planète. Le FMI et la Banque mondiale la présentent comme la future superpuissance économique du XXIe siècle, le moteur de la croissance mondiale. Elle abrite un secteur technologique de classe mondiale. Bengaluru et Hyderabad rivalisent avec n'importe quelle ville tech occidentale. Sa classe moyenne émergente constitue l'un des plus vastes marchés de consommation du globe. Les investisseurs salivent, les analystes s'extasient. L'Inde brille. Mais retournez la médaille. Janvier 2023, l'ONG Oxfam publie un rapport au titre sans équivoque « La survie des plus riches, l'histoire de l'Inde ». Les chiffres font froid dans le dos. Le 1% le plus riche détient plus de 40% de la richesse totale du pays. Pendant ce temps, les 50% les plus pauvres, 70 millions de personnes, se partagent à peine 3% de la richesse nationale. Ce n'est pas une abstraction statistique, c'est visible à l'œil nu. À Mumbai, la capitale financière, s'élève Antilia, la maison du milliardaire Mukesh Ambani. Un gratte-ciel résidentiel de 27 étages, l'une des propriétés privées les plus chères au monde. Depuis ses fenêtres panoramiques, on aperçoit Dharavi, l'un des plus grands bidonvilles d'Asie, où près d'1 million de personnes survivent sur 2 km². Cette coexistence obscène définit l'Inde moderne. Des États comme le Maharashtra affichent des indicateurs de développement humain comparables à ceux de pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pendant ce temps, dans la ceinture Hindi, Bihar, Uttar Pradesh, des centaines de millions de personnes sont piégées dans un cycle de pauvreté endémique, d'analphabétisme et de manque d'infrastructures de base. Plus de 90% de la main-d'œuvre indienne travaille dans le secteur informel. Vendeurs ambulants, ouvriers du bâtiment, conducteurs de rickshaws, employés de maison. Ils sont les rouages invisibles qui font tourner l'économie. Mais ils travaillent sans contrat, sans sécurité, sans retraite, sans accès au crédit. Ils survivent au jour le jour, toujours à un accident, une maladie ou un licenciement brutal de la catastrophe totale. Et il y a les agriculteurs. Près de 50% de la population dépend encore de l'agriculture, un secteur caractérisé par une faible productivité, une dépendance totale aux caprices de la mousson et un endettement massif. Le journaliste P. Sainath a documenté pendant des années une tragédie silencieuse, la vague de suicides d'agriculteurs. Des hommes et des femmes qui, écrasés par les dettes, ne voient plus d'autre issue. Cette fracture économique ne produit pas seulement de la pauvreté. Elle alimente et est alimentée par une cascade d'autres crises qui ravagent le pays. La pénurie d'eau n'est plus une menace future. C'est une crise actuelle. Chennai, Bengaluru, ces métropoles ont connu le jour zéro, le moment terrifiant où les robinets cessent de couler. Rationnement sévère, dépendance totale aux camions-citernes. Les disputes entre États pour l'accès à l'eau deviennent de plus en plus violentes. Le Karnataka et le Tamil Nadu se battent depuis des décennies pour les eaux du fleuve Kaveri. Et le Gange, le fleuve sacré, vénéré comme une déesse mère par plus d'1 milliard d'hindous, est aussi l'un des cours d'eau les plus pollués de la planète. Rejets industriels, eaux usées, restes de crémation. Sur le plan social, l'Inde porte encore les chaînes de son passé. Le système des castes, cette hiérarchie sociale rigide et héréditaire, a été officiellement aboli en 1950 par la Constitution. 75 ans plus tard, son ombre plane toujours. Dans les zones rurales surtout, la caste détermine encore avec qui vous pouvez vous marier, où vous pouvez vivre, quel travail vous pouvez exercer.
Les Dalits, autrefois appelés intouchables, font toujours face à une discrimination systémique malgré les lois et les politiques d'action affirmative. L'accès à une éducation de qualité reste un privilège. Certes, la majorité des enfants sont scolarisés dans le primaire, mais les taux d'abandon sont élevés. La qualité de l'enseignement public est souvent médiocre. Le système de santé publique est chroniquement sous-financé et surchargé. Des millions de familles doivent se tourner vers le secteur privé coûteux. Résultat, la maladie devient un chemin direct vers la ruine financière. Face à cette tapisserie complexe de problèmes, pauvreté, inégalité, pollution, tensions sociales, une question émerge. Qu'est-ce qui unit l'Inde? Qu'est-ce qui empêche cette diversité vertigineuse de la fragmenter? La réponse tient en un mot, la foi. L'Inde n'est pas simplement un pays où les gens pratiquent une religion le dimanche. C'est l'un des endroits les plus profondément spirituels de la planète. La religion n'y est pas une activité, c'est une condition. Elle imprègne tout, la nourriture, la politique, l'art, la famille, le temps lui-même. Environ 80% de la population s'identifie comme hindou. Cela fait de l'hindouisme non seulement la religion majoritaire, mais la force culturelle fondatrice de la nation. Avec plus de 200 millions de musulmans, l'Inde possède la troisième plus grande population musulmane du monde, après l'Indonésie et le Pakistan. À leur côté vivent des dizaines de millions de chrétiens, de sikhs, de bouddhistes et de jains. Vous avez peut-être entendu dire que l'hindouisme compte 330 millions de dieux. C'est vrai et c'est faux. Le chiffre sanskrit 33 crores, 330 millions, n'est pas littéral. C'est une expression symbolique de l'infini, de l'insaisissable. La philosophie centrale de l'hindouisme, notamment dans la tradition Advaita Vedanta, postule l'existence d'une seule réalité suprême, Brahman, une essence impersonnelle, infinie. Les innombrables dieux et déesses, Brahma le créateur, Vishnu le protecteur, Shiva le destructeur, sont perçus comme des manifestations de cette unique divinité. C'est une religion monothéiste dans son essence philosophique, mais polythéiste dans sa pratique dévotionnelle. Elle permet une infinité de chemins vers le sacré. Historiquement, le sous-continent indien a été un creusot de pensée spirituelle. L'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme, tous sont nés ici. Pendant des millénaires, la religion a fourni le cadre social, le code moral, l'identité communautaire. Dans une terre d'une diversité linguistique et ethnique vertigineuse, la foi partagée est devenue le fil qui unit. À l'époque moderne, face à l'incertitude économique et aux difficultés quotidiennes, la religion demeure pour des millions une source de réconfort, d'espoir, de communauté. Et peut-être que l'expression la plus universelle, la plus vibrante de cette culture spirituelle se trouve dans sa cuisine. Une gastronomie qui a conquis le monde, mais qui révèle ici, sur place, une nouvelle contradiction troublante. Parler de cuisine indienne comme d'une chose unique est une erreur grossière. Il n'existe pas une cuisine indienne, il en existe des dizaines, chacune distincte, fière, délicieuse. La richesse crémeuse du Punjab, au nord, avec ses pains tandoori fumants. Les plats végétariens subtils du Tamil Nadu au sud, où riz et lentilles deviennent art. Les currys de coco et fruits de mer du Kerala. La moutarde piquante et les poissons du Bengale. L'Inde est la pharmacie d'épices du monde. Sa cuisine en est la preuve. Une alchimie cherchant l'équilibre parfait entre sucré, salé, amer, acide et épicé. Pour la majorité des Indiens, l'âme de l'expérience culinaire, c'est la cuisine de rue. Elle est vibrante, inventive, incroyablement savoureuse et surtout abordable. C'est le grand égalisateur social. Le millionnaire et le travailleur journalier mangent les mêmes pakoras au même stand. Mais c'est aussi là que beaucoup de visiteurs subissent un choc. Les vidéos virales sur les réseaux sociaux montrent des conditions qui, selon les standards occidentaux, semblent alarmantes. Mains manipulant argent et nourriture sans gants, eau douteuse pour laver les ustensiles, proximité avec la poussière et la pollution. Ce n'est pas un manque de soucis, c'est le symptôme de problèmes systémiques profonds. La pauvreté,
Les vendeurs privilégient la survie immédiate plutôt que l'investissement dans l'hygiène. Le manque d'accès à eau potable et à l'assainissement. Comment maintenir la propreté sans eau propre? Le contrôle sanitaire faible ou inexistant de la part du gouvernement. Il y a aussi un contexte culturel et biologique. Beaucoup d'Indiens, exposés dès l'enfance à une grande variété de microbes, développent un système immunitaire robuste. Leur perception de ce qui est sûr est différente. Et il y a le concept de Jugaad, l'art indien de l'improvisation avec des ressources limitées. Admirable en théorie, dangereux appliqué à la sécurité alimentaire. Ce n'est donc pas une question de négligence, mais un enchevêtrement de facteurs économiques, sociaux et structurels qui font de la propreté un luxe inaccessible. De la nourriture qui nourrit le corps quotidiennement, passons aux célébrations qui nourrissent l'âme de la nation, ces explosions de couleurs, de spiritualité et de joie collective, les festivals. Si vous voulez sentir le pouls de l'Inde, vivez l'un de ces festivals. C'est là que le pays révèle son âme. Le Festival des couleurs. Il célèbre l'arrivée du printemps et la victoire du bien sur le mal. Mais en pratique, c'est une journée où toutes les règles sociales s'effondrent. Les barrières rigides de caste, de classe, d'âge, de genre se dissolvent dans un nuage de poudre colorée. Le temps d'un jour, tout le monde est égal. Tout le monde est couvert des mêmes teintes éclatantes. Le PDG et son chauffeur se lancent des pigments en riant. C'est une catharsis collective, ludique et profondément spirituelle. Le Festival des Lumières. 5 jours de célébration de la victoire de la lumière sur les ténèbres, du savoir sur l'ignorance. Des millions de petites lampes en argile, les diyas, transforment le pays en une mer étincelante. Maisons, commerces, temples, tout s'illumine. C'est un moment de renouveau, de purification, de connexion familiale. Durga Puja, l'art et la dévotion. Surtout au Bengale occidental. 10 jours de célébration en l'honneur de la déesse guerrière Durga. Des installations artistiques spectaculaires envahissent chaque quartier. Ces religions, arts et fêtes communautaires fusionnés. Plus de 200 millions de musulmans indiens célèbrent la fin du jeûne dans la prière collective et les festins partagés. Chaque festival est un microcosme de l'Inde, un moment où toute la complexité, toute la beauté, tout le chaos se condensent en une explosion de vie. L'Inde défie nos catégories mentales. Elle nous oblige à élargir notre esprit pour contenir ces contradictions vastes et douloureuses. Peut-être que la plus grande leçon que ce géant complexe et déroutant offre au monde est celle-ci. La beauté et la saleté ne s'excluent pas. L'espoir et le désespoir peuvent coexister. Ils ne sont pas des opposés, mais des partenaires dans une danse bruyante, vibrante, chaotique et indéniablement humaine. L'Inde ne demande pas à être comprise, elle demande à être vécue, ressentie, acceptée dans toute sa complexité impossible. Si cette exploration vous a captivé, soutenez la chaîne en likant et en vous abonnant. Chaque semaine, nous partons à la découverte des lieux les plus fascinants et les plus contradictoires de notre planète.